suivante. Alors, RAM, voilà. Alors, c'est pas moi, mais Mathieu qui va s'en charger. Donc, on va parler de triangulation de données distribuées sur le cloud. Alors, pour contextualiser 2 secondes, Mathieu fera mieux que moi. On a des algorithmes de reconstruction de surface et à l'intérieur, on a besoin d'une triangulation de données. Donc, Mathieu a supervisé l'ensemble de mes travaux de reconstruction de surface. Et là, c'est plus l'encadrement, c'est du développement littéral. Donc, il a fait un énorme travail sur la partie triangulation de données. Et donc, il va le présenter tout ça. Mathieu, chef de recherche senior Elastic, chef de compétences traitement d'image et sans que j'étais. Ah, mais quand même, il faut présenter les gens. Hein. Et donc, tu as mis la presse? Ouais. Non, enfin, c'est même toi qui l'as mise dessus. Il faut la copier. Ah, vas-y. Voilà, donc c'est des travaux qu'on commencé il y a 5 ou 6 ans. Alors, c'est principalement enfin Laurent et moi, mais j'ai mis les noms des autres collaborateurs, donc Foran, Yanis et Bruno. Donc, on va parler de reconstruction de surface étanche. Donc, l'idée, c'est qu'on a on mesure la surface de la Terre avec plein de modalités différentes. Donc, le lidar aérien, on vient de parler du lidar HD. On peut mesurer aussi à partir de lidar terrestre. Alors, ça peut être des lidars statiques, des lidars mobiles qui sont montés sur des véhicules, qui donnent voilà, des semis-de-points avec une plus grande précision. Vous pouvez avoir des semis-de-points photogrammétriques aussi. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on va fusionner tous ces points-là qui ont des complétudes, des couvertures différentes, des précisions différentes pour faire un modèle 3D de la surface. On va vouloir qu'il soit étanche dans le sens où on ne veut pas des bouts de surface avec des bords où on ne sait pas comment ça continue parce que une des applications qu'on veut pouvoir adresser, c'est des problématiques d'inondation. Et donc là, si notre surface a des trous, l'eau elle fuite et puis ça ne marche pas. Voilà, donc ça, on pourrait faire une introduction beaucoup plus longue, mais c'est le cadre général, c'est comment est-ce qu'on va fusionner tous ces nuages de points d'entrée pour reconstruire une surface. Donc il y a plusieurs méthodes qu'ils utilisent. Nous, on utilise une des méthodes principales qui est de se dire que pour reconstruire une surface étanche, en fait, on va classifier l'ensemble des points 3D du monde en savoir est-ce que c'est un point de l'extérieur ou de l'intérieur de la surface. Donc, est-ce que c'est du vide ou est-ce que c'est du plein? Et donc, du coup, c'est une segmentation binaire de l'espace 3D. Et donc, la surface, ça sera juste l'interface entre le monde plein et le monde vide. Voilà, donc en entrée, on a plein de mesures 3D qui sont des petits points. Éventuellement, on a fusionné des nuages de points de résolution différentes. Donc, on peut avoir des endroits qui sont très résolus, avec des points on est super précis. D'autres, c'est des points aériens, on est un peu moins précis. Peut-être on a 10 cm, là on est peut-être à 1 cm de précision. Voilà, c'est pas le même résolution d'échantillonnage. Et donc l'idée, c'est que chacun des points, il apporte une certaine observation du monde. C'est-à-dire que chaque point, il dit que grosso modo, derrière le point, c'est plutôt plein. Entre le point et le capteur, c'est plutôt vide. Et il y a une certaine divergence qui fait que quand on s'éloigne du rayon, au milieu, on sait, et puis plus on s'éloigne, plus ça devient flou. Et en bleu, là, c'est l'endroit où on n'a pas d'informations. Voilà, donc là, c'est une visualisation qui permet de voir un peu ce que ça veut dire. Donc, on a des endroits où on est très échantillonné, on est quasiment sûr de ce qui se passe. Les endroits où il n'y a pas de point, donc c'est juste par propagation d'informations qu'on peut se donner une idée de ce qui se passe. Alors, en général, ce qu'on fait, c'est que plutôt que de manipuler cette fonction continue, de savoir est-ce que c'est vide ou est-ce que c'est plein, on discrétise l'espace. Alors, il y a deux façons principales. Soit on fait un octri, un quadri, ou construire des petits cubes pour faire un monde à la Minecraft. On va décider pour chacun des cubes, avec des cubes de taille différente, est-ce que c'est vide ou est-ce que c'est plein. Et ça, c'est une bonne approche, mais qui, du coup, ça donne des axes privilégiés, qui sont en direction X, Y et Z. Et puis, on voit plein de petits artefacts. Ça fait des effets d'escalier partout. Et alors même sur les octris, on peut le rendre adaptatif à la résolution à la densité des points, mais on ne va jamais tomber sur des coins qui sont exactement sur les points du nuage de points. Et on voudrait que la surface, typiquement, on l'a mesurée qu'elle passe à un endroit, on voudrait qu'elle passe exactement à son point. Donc, si on fait en général, on fait une triangulation en 3D. Une triangulation en 3D, en fait, au lieu d'une triangulation, là, ce que je vous montre, alors je vais vous montrer souvent en 2D, parce que c'est un écran 2D. Il faut s'imaginer en 3D. Donc là, une triangulation en 2D,
c'est juste on découpe l'espace 2D avec des triangles. Donc l'équivalent en 3D, c'est qu'on découpe le volume en tétraèdres. Avec des tétraèdres, c'est l'équivalent en 3D des triangles, donc c'est une pyramide à quatre côtés. Donc on découpe la surface globale avec une triangulation. On parlait tout à l'heure d'une triangulation de Delaunay. Quand je dis triangulation de Delaunay en 3D, c'est en fait tétraèdre, c'est pas les triangles. La première étape. Deuxième étape, on va rasteriser l'information qu'on a des observations sur ce découpage de l'espace. On remplace cette fonction continue qu'on avait pour la mettre continue par morceau sur chacun des tétraèdres pour savoir, là je vous ai montré que la partie a priori, c'est-à-dire que pour chacun des triangles, est-ce qu'il vote plutôt pour être vide ou plein? Et il y a une deuxième partie de l'énergie qui est l'énergie de régularisation pour dire est-ce que des triangles à côté, eh ben, ils sont plutôt d'accord pour être de la même valeur ou pas. Et c'est ça qui va permettre d'éviter d'avoir des petits triangles qui décident d'être pleins alors qu'ils sont en train de voler à un endroit pour essayer de régulariser un peu toute la surface. Une fois qu'on a exprimé l'énergie qu'on veut optimiser pour extraire la surface, donc c'est grosso modo affecté à tous ces tétraèdres des valeurs, on va optimiser une grosse énergie qui va permettre de décider pour chacun des éléments est-ce qu'ils sont vides ou est-ce qu'ils ont plein. Et maintenant, la dernière étape, c'est juste de regarder les triangles qui sont à l'interface de tétraèdres. Si les tétraèdres, s'il y en a un qui est vide et un qui est plein, du coup, on peut extraire le triangle et ça sera un des triangles de notre surface finie. Voilà, donc un exemple, là, c'est on a mélangé on a fusionné, c'est un des travaux de Laurent, de fusionner un lidar aérien et un lidar terrestre. Donc on a vu qu'on arrive à extraire des surfaces qui sont super précises. Là, on a du lidar terrestre et un peu moins précises. Là, on a du lidar aérien. Alors, c'était un lidar aérien moins précis que le lidar HD d'aujourd'hui. Et en plus, vu qu'on avait des informations de précision, vous voyez qu'il y a des endroits où ça devient un peu flou. C'est-à-dire qu'on sait aussi où est-ce qu'on est sûr de nous ou pas sûr de nous. Et donc, du coup, c'est ça ce qu'on colorie entre blanc et le rouge. Enfin, en fait, on a l'impression que c'est binaire, mais c'est continu. C'est pour dire là où c'est plus c'est rouge, moins on est sûr de nous. Et plus c'est blanc, plus on est sûr de nous. Voilà, pour vous montrer. Et donc là, on avait déjà distribué. Et donc, je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment on a fait. Pour prendre cet algorithme, pour l'instant, je vais expliquer comment on peut l'implémenter sur une machine, comment ce que ça prend pour le mettre, pour le distribuer sur un cluster ou sur le cloud. Donc, il y a 4 étapes principales. La première, c'est la triangulation de Delaunay. Donc, ce calcul de la décomposition de l'espace, donc je reparlerai juste après. Et ça, c'est un problème qui est global. C'est un problème qui va nous embêter. Et c'est le sujet principal de ce talk. Le deuxième, celui-là, il est facile parce qu'on va prendre les tétraèdres un par un et on va rasteriser l'information des observations pour lui donner des paramètres de savoir ce qu'il est plutôt à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc ça, c'est facile, c'est chacun indépendamment. Le troisième, c'est l'optimisation globale de l'énergie. Et ça, c'est encore un problème global qui va être compliqué. Et la fin, une fois qu'on a discrétisé est-ce que les tétraèdres sont dedans ou à l'intérieur ou à l'extérieur, ça devient facile, tuile par tuile. On peut regarder juste les interfaces et puis extraire juste les triangles à l'interface. Alors, je vous ai parlé de triangulation de Delaunay. Qu'est-ce que c'est? Alors, en 2D, l'idée, c'est un problème de géométrie algorithmique où en entrée, on a des points et on veut créer une triangulation. Alors, il y a plein de façons de le faire. La triangulation de Delaunay, c'est celle qui garantit, grosso modo, que les triangles ils sont assez jolis dans un sens où, pour chacun des triangles, si on dessine le cercle, il n'y a pas d'autres points à l'intérieur du cercle. Et donc, ce qui est sympa, c'est que c'est une triangulation, déjà, elle est unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre façon de trianguler ce centre de points pour faire des triangles. Alors, elle est unique, sauf dégénérescence. C'est-à-dire, s'il y a 4 points qui sont co-cycliques, s'il y a 4 points qui sont sur le même cercle, du coup, on peut changer la diagonale et les deux marchent. Dans le cas général, c'est unique. Et c'est lié, pour ceux qui connaissent, au diagramme de Voronoi, qui est juste le dual. C'est-à-dire que quand on a l'un, on peut facilement récupérer l'autre. Et pour les requêtes de plus proches voisins, etc., c'est très utile. Donc, ce qu'on voulait, c'est pouvoir, grosso modo, faire la construction de surface France entière à partir de tout le lidar HD. Grosso modo, pouvoir faire run et puis attendre avec le bon nombre de machines et que ça sorte la surface. Donc, il fallait scaler des millions, des milliards, des milliers de milliards de points.
donc d'avoir un algo qui marche vous voulez le développer sur votre machine et pouvoir après juste le lancer sur un cluster. On ne voulait pas avoir de limites sur la mémoire, c'est-à-dire qu'on voulait, c'est-à-dire qu'il y a plein d'algorithmes qui passent à l'échelle, mais où ils ont besoin de charger à un moment toujours un résumé de la scène globale. Et nous-mêmes, le résumé de la scène globale, il sera peut-être trop gros. Donc on voulait pouvoir juste charger un bout, le traiter, le remettre sur le disque, charger un autre bout, le traiter, le mettre sur le disque, etc. Et qu'on soit sûr à la fin que tout converge. Ouais, donc pour ça, il fallait donc essayer de limiter l'échange de mémoire, surtout la mémoire rémanente, donc celle qu'on a besoin de garder en mémoire tout le temps, limiter les communications, les synchronisations entre les processus. Et voilà, donc le point de départ, c'est de se dire, bon, déjà, une façon de dégrossir le travail, c'est genre prendre juste toutes les tuiles et calculer la triangulation de données de chacune des tuiles. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Et bon, c'est une façon de dégrossir, c'est-à-dire que tous les points qui sont relativement à l'intérieur de la tuile, ben, ils auront déjà découvert leur voisinage. Ils auront déjà découvert les points, leurs voisins, et cela, le travail est fini en fait. C'est que sur le bord qu'il va falloir travailler. Alors, du coup, on s'est dit, il y a une façon de voir le problème, c'est de se dire que ben, déjà, ça, c'est grosso modo une triangulation de Delaunay qui a des problèmes. Plutôt que de partir de zéro, de devoir faire la triangulation de Delaunay, on va dire que ça, c'en est une qui a des problèmes, on va essayer de la réparer. Et donc, il y a une famille d'algorithmes qui s'appelle les algorithmes de réparation de Delaunay, où en général, ils disent, bon, on part d'une triangulation de Delaunay qui est valide, on bouge un peu les points, ça fait une triangulation, mais qui est plus de Delaunay. Et maintenant, le problème de la réparation de Delaunay, c'est de se dire, bon, ben, connaissant une triangulation qui n'est pas Delaunay, comment est-ce qu'on la modifie? Vous voyez, il y a des triangles, des diagonales qui ont changé de sens pour faire une autre triangulation, et cette nouvelle triangulation est Delaunay. Et donc ça, l'algorithme sur lequel on s'est basé, c'est celui de star splitting. Cet algorithme-là, il considère au début la triangulation comme étant juste, pour chaque point, la liste ordonnée de ses voisins autour de lui. Ça, c'est splitting, c'est le verbe qui pourrait dire quand on déploie un parapluie, quand on ouvre le parapluie, donc c'est des petits parapluies un peu partout. Et donc, au début, en fait, les parapluies ne sont pas forcément cohérents. C'est-à-dire que le point 1, il peut penser qu'il est à côté du point 2, mais le 2, pas connaître encore le point 1. Et donc, ça va être un algorithme itératif qui fait que, ben, au début, les points, ils ont une vue un peu biaisée de leur voisinage, mais à force de se présenter les uns les autres, et ben, ils vont connaître les bons amis et se mettre d'accord pour converger vers une bonne connaissance chacun de leur voisinage. Et du coup, cette vue locale de chaque point va être cohérente avec une triangulation de données globale. Donc notre idée, c'est de dire, on va faire ça, mais au lieu d'avoir un grain super fin de dire on va traiter les points un par un, on va se dire, ben, notre grain, ça va être une tuile. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une tuile, on va faire des triangulations de données. Et par contre, entre les tuiles, eh ben, ils vont s'échanger des points pour se dire, ah ben, je pense que tu es voisin de ce point-là. C'est peut-être faux, hein, c'est pas grave. Au pire, si c'est faux, on a juste envoyé un point pour rien qui va être mis à la poubelle. Si c'est vrai, ben, il va être intégré dans l'autre triangulation de données, qui va avoir du coup des nouveaux voisins. Et peut-être que ces nouvelles connaissances vont faire qu'il y a des nouveaux points qui vont être envoyés à une troisième tuile, etc. Et avec ces messages de points qui vont être échangés, petit à petit, toutes les triangulations de données vont connaître les bons voisins dans les autres tuiles et avoir une vue, permettre de construire une vue locale de la triangulation globale. Voilà, donc en fait, grosso modo, on fait le même algo, mais au lieu de traiter les one ring, donc juste un sommet et ses voisins proches, et ben, ce qu'on va maintenir au niveau local, c'est le grain, c'est une triangulation de données de la tuile. Donc visuellement, ce qui se passe, donc on calcule la triangulation de données locale. Dans chaque tuile, on extrait un petit nombre de points. Donc là, pour que ça soit en temps constant, et enfin en temps, que le nombre de messages soit en temps constant, on prend juste des points extrêmes, donc ce qui est le X-min, X-max, Y-min, Y-max, Z-min, Z-max. Au pire, on a 6 points à envoyer. Et on les envoie soit aux voisins proches, soit à tous les voisins, même si ce n'est pas trop lourd. Et donc, les tuiles vont recevoir, grosso modo, un résumé du nuage de points global. Ces points vont être insérés dans la triangulation locale.
Et les nouveaux voisins de ce point inséré vont être envoyés pour dire, grosso modo, cette structure-là va dire, bon, bah, je pense que ces 3 points-là sont adjacents à ce point-là dans la triangulation globale. Bah, du coup, au cas où cette tuile-là ne les connaisse pas, bah, je lui envoie, comme ça lui donne l'opportunité de les insérer. Et ça, c'est fait itérativement jusqu'à convergence, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de points qui circulent. Et à convergence, heureusement, déjà ça converge, on le verra tout à l'heure, et on est sûr que ça converge vers des triangulations locales qui ont le même voisinage pour chacun de leurs points que la triangulation globale. Alors juste, on fait un petit truc supplémentaire pour éviter que ça grossisse pour rien, c'est qu'on voit que là, ça a convergé avec des triangles rouges. Donc là, les triangles verts, c'est les triangles qui ont tous leurs points à l'intérieur de la tuile. Les triangles bleus, c'est ceux qui ont au moins un point dans la tuile. Et les triangles rouges, c'est des triangles qui sont maintenus dans une tuile. Et donc tous les sommets viennent d'une autre tuile. Et ces triangles-là, en fait, on n'en a rien à faire parce que eux, ils sont pas. C'est pas cette tuile-là qui est chargée de connaître leur voisinage. Donc du coup, on va pouvoir simplifier les tuiles pour ne garder, pour être sûr que tous les triangles, pour enlever ces triangles supplémentaires. Alors, en pratique, on est quand même obligé de garder quelques triangles rouges. C'est juste ceux qui garantissent que la triangulation de Ness est bien une triangulation de l'enveloppe convexe des points. Et en pratique, ces triangles-là, ils servent juste à ce que c'est une triangulation de Ness, mais ils ne seront pas exportés au film. C'est juste des triangles accessoires. Alors, je vous dis que ça convergeait. Pourquoi ça converge? Ben, grâce à l'algo d'avant, qui nous dit exactement. Alors, je ne fais pas la démonstration parce qu'elle dure une page. Mais grosso modo, il dit si, avec une contrainte assez complexe, il faut le point lexicographique, je ne sais pas quoi, à toutes les tuiles avec une chaîne. Grosso modo, si on envoie le X-min de toutes les tuiles à toutes les autres tuiles, ça marche. Donc c'est quasiment gratuit et on est sûr que ça converge. Donc visuellement, l'algo, donc là, c'est un peu. Donc, au début, on a des tuiles. Ça, c'est grosso modo, c'est les fichiers LAS qui sont sur le disque dur. Alors là, on a une étape de timing. Si jamais les fichiers LAS en entrée n'étaient pas déjà répartis spatialement, s'ils sont déjà tuilés, typiquement si c'est des fichiers laser par bande sur des avions, bah, du coup, il va y avoir des recouvrements, etc. Donc, il y a une première étape de retuilage qui peut être intégrée dans l'algorithme. Si on utilise des points de LiDAR HD, c'est déjà tuilé, donc on peut passer directement à l'étape 2. Ensuite, on calcule le triangulation de données de chacune des tuiles indépendamment. C'est ce que vous voyez en bas. Là, maintenant, ce qui se passe, vous voyez, dans chacune des tuiles, eh ben, il y a des endroits, il y a des triangles. En fait, on peut déjà, à ce moment-là, décider qu'on a trouvé la bonne solution. Donc, on peut simplifier ces triangulations-là. Ces triangles-là, on les a déjà trouvés et on a déjà une triangulation d'un sous-ensemble des points d'entrée. Et c'est ces triangulations-là qui vont commencer à s'échanger des points pour créer la triangulation globale. Donc, du coup, vous voyez, au début, les triangles, il y a des overlaps. Vous voyez ce grand triangle bleu, il overlap avec un autre triangle. C'est parce que j'ai superposé les triangulations locales et donc, du coup, elles sont pas cohérentes. Au fur et à mesure que l'algorithme échange des points entre les tuiles, les triangulations s'affinent et à la fin, on a la triangulation globale. Donc ça, c'est juste pour montrer que ça marche. Et l'idée, donc là, c'était sur 28 heures. Donc là, je crois qu'on a fait tourner sur le cluster dont Mazière a parlé juste avant. Donc c'était il y a quelques années, il y a 3 ans. Voilà, en 2 heures, grosso modo, on traitait 2 milliards de points. Alors, on dit que je vais pas assez vite. Donc la partie calcul de l'énergie, on a dit que c'était très facile, donc je ne vais pas m'apesantir dessus. Sur la partie optimisation du GraphCut, alors là, pour le coup, on ne peut pas faire l'optimisation exacte. On est obligé d'avoir une approximation. Alors, on se rapproche du résultat, mais on ne peut pas garantir qu'on est sur le résultat. Et l'idée, c'est qu'on va traiter les tuiles indépendamment, avec un petit buffer des triangles, qu'on a des tuiles adjacentes. Et juste à la fin de chaque étape, les résolutions locales vont s'échanger l'information pour dire moi je pensais que le triangle était plein, toi tu penses qu'il est vide. Du coup, les poids vont changer un peu dans les problèmes locaux pour être sûr qu'à la convergence, le même choix sera pris dans chacune des tuiles.
on est sûr que ça converge. Par contre, ça convergera peut-être sur quelque chose qui est proche de l'optimum global, mais pas forcément égal. On peut vous montrer ce que ça donne. Donc, avec une itération, là, les choix sont indépendamment dans chacune des tuiles. On voit que quand il y a des points qui sont proches du bord, qui n'ont pas trop d'informations, ils forment des gros tétraèdres comme ça. Et la voiture, je crois qu'il y a un close-up après, on verra. Elle a à la limite, l'arrière de la voiture, ça se passe bien parce qu'elle a plein d'informations, mais l'avant, il n'y a pas eu beaucoup de points, donc ça fait un peu n'importe quoi. Vous voyez donc la 3 itérations, 15 itérations. Voilà, avec le on voit le capot qui fait n'importe quoi. Avec 30 itérations, il y a eu un set d'informations qui s'est transmis entre les tuiles pour obtenir quelque chose qui est cohérent globalement. Voilà. Et la dernière étape, l'extraction des surfaces, en fait, elle était implicite. Là, on l'avait fait après. C'est juste pour chacune des tuiles, on extrait les triangles pour faire une triangulation, un fichier de triangulation séparé par tuile. Et vous voyez là, dans cet exemple-là, par exemple, les tuiles, elles ne sont pas forcément uniquement comme le leader HD découpé en X et Y. Là, elles sont aussi découpées en X, Y et Z. Donc là, c'est juste pour vous montrer le même schéma. Donc c'est pour, vu d'une seule tuile, la solution d'un graph cut, on voit juste la tuile, en fait, elle voyait qu'un sous-ensemble de la triangulation globale, elle a pris une décision juste sur un sous-ensemble de ces triangles. Mais au final, c'est quelque chose qui a convergé globalement et qui permet d'extraire les triangles. Donc la première implémentation, en fait, ce qu'on avait fait, c'est que tous les calculs géométriques, c'était fait en C++ dans la librairie C++ Sigal qui permet j'ai entendu planter tout à l'heure, de ne pas planter quand il y a des problèmes géométriques, des cas dégénérés, des points qui ne sont pas alignés, tout ça, c'est bien traité. Donc, ça plantera, mais c'est pas si ça plante, c'est pas à cet endroit-là. Et pour l'aspect passage des points, ordonnancement, on utilise Spark, donc, qui a été introduit tout à l'heure. Et en fait, les nuages de points étaient lus. Spark les voyait juste comme une chaîne de caractères encodée en base 64. Et ces chaînes de caractères-là étaient envoyées à des exécutables C++ qui les lisaient en entrée, décodaient des triangulations des points, faisait son calcul et réencodait le résultat en base 64 pour que Spark le communique aux autres tuiles. Voilà. Et donc, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que depuis l'an dernier, on travaille pour maturer ce code C++ là pour l'intégrer à la librairie C++ Sigal, donc en collaboration avec les ingénieurs de Geometry Factory. Donc, le code actuellement, si vous voulez faire du triangulation de données avec du leader HD dans Sigal, voilà le code à utiliser. Et ce code-là, ce qu'il fait juste, c'est il crée une triangulation et pour chacun des nuages de points, il ouvre le nuage de points et il insère les points dans la triangulation. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que quelle que soit la taille de votre ordi, au bout d'un moment, ça ne tiendra plus en mémoire. Et en plus, c'est pas distribué, c'est pas parallélisé. Alors la triangulation de Sigal, elle est un peu parallélisée, mais par contre, il faut que tout tienne en mémoire. Donc on ne met pas, ça ne marchera pas. Donc là, c'est le même code, mais j'ai préparé du rouge à l'endroit où je vais mettre mon nouveau code. Donc on a un premier truc à faire. J'aurais que 3 slides de code. Le premier truc à faire, c'est dans Sigal, on va avoir des identifiants de tuiles à garder parce que les points, c'est plus non X, Y, Z. Il faut qu'on sache de quelle tuile il vient. Et donc là, il y a 5 lignes à rajouter pour dire que les X, Y, Z, ils maintiennent aussi l'identifiant de la tuile. Et une fois qu'on a ça, on a 2 classes principales. Donc la classe distributed point set qui en fait va charger que les headers des nuages de points, qui va savoir juste combien elle a de points, les bounding box, mais elle va pas lire les points, elle va juste lire les en-têtes. Donc là, on lui donne une liste de fichiers et elle se charge, donc elle va juste regarder les en-têtes. Et c'est ce conteneur-là qu'on va insérer dans la triangulation de données distribuées. Et donc, qui va lancer l'algorithme dont je parlais. Donc, le petit bonus par rapport au code non sérialisé de Sigal, c'est qu'on a rajouté l'écriture au format PVTU, qui est le format utilisé dans ParaView pour les triangulations distribuées, donc avec
un peu comme du VRT pour ceux qui viennent de la géomatique. On a des fichiers par tuile et un fichier master petit qui dit juste je suis l'union de tous les autres et qui donne des informations, un peu des résumés, je crois, sur le nombre de points, des choses comme ça. Et on a une classe particulière qui s'appelle scheduler qui permet de décider si on est. Vous voyez, donc, scheduler, donc, les triangulations de Delaunay et la distribuée et les nuages de points distribués en fait, ne savent pas s'ils vont être calculés sur une seule machine, en multithread sur une seule machine, en MPI, etc. C'est la classe scheduler qui est juste chargée de faire les boucles forts pour dire grosso modo les boucles forts sont en fait sur une machine, soit sur plusieurs machines. Et donc, du coup, l'insertion a besoin de cet objet-là et l'écriture a besoin de cet objet-là aussi pour être fait en parallèle. Et je parlais de mémoire, et donc du coup la triangulation de Delaunay. Donc vous voyez, pour la créer, distribuer, donc il faut lui donner sa dimension, parce que tout ça, ce que j'ai dit, en fait, c'est pas de la dimension 3, ça marche dans n'importe quelle dimension. Du moment qu'on est en paquette, en fait, grosso modo, du moment que la triangulation locale, on a du code qui sait le gérer, juste on fait une surcouche au-dessus pour dire j'en ai plein et j'insère dedans. Et donc du coup, dans Sigal, il y a des triangulation 2D, 3D, ND dynamique. Et donc, du coup, ça marche avec tout ça. Il suffit juste de donner la bonne classe en 3D. Et là, ce que je lui dis, les deux derniers paramètres, c'est pour dire que il n'a pas le droit d'avoir plus de 4 tuiles en mémoire. Et que s'il veut en charger une cinquième, eh ben, il y a un objet, le serializer, qui lui dit comment l'écrire sur le disque et comment le recharger quand il en aura besoin plus tard. Et donc, du coup, si on met un 1 ici, on a un streaming global, on n'a jamais plus d'une tuile à la fois en mémoire, et ça va marcher sur la France entière. Ça sera long, mais ça va marcher. Voilà, donc pour résumer, vu qu'on se base, on fait une surcouche d'une triangulation de données existante, et ben, avec StarSpring, on n'a rien à faire de savoir dans quelle dimension on sait, donc du coup ça marche dans toutes les dimensions. Le concept de scheduler est complètement orthogonal, donc du coup, dans l'algorithme, on a déjà des implémentations soit séquentielles, surtout pour le debug, hein. Multithread. TBB, c'est juste la librairie multithread d'Intel, je crois. Et on est en train de travailler sur une implémentation MPI pour travailler sur des clusters HPC. Voilà, le serializer, j'en ai parlé, qui permet de faire du out of core, donc pour du streaming en mémoire. Les distributed point sets qui permettent de charger de façon paresseuse en fait les points pour ne pas avoir de problème de mémoire globale. Et une fois qu'on a tout calculé, alors je vous ai montré comment on écrit, mais on peut aussi utiliser la triangulation distribuée comme si elle n'était pas distribuée, c'est-à-dire qu'on peut itérer sur les sommets, on peut itérer sur les facettes, on peut itérer sur les cellules. C'est juste que quand on le fait, ben, ça va charger, décharger les tuiles au fur et à mesure en fonction de ce dont on a besoin. J'ai déjà dépassé, donc je vais m'arrêter. Merci Mathieu. Alors on a effectivement un petit peu débordé, mais bon, on a pris quand même un petit peu de marche pour le repas, donc on a quand même le temps de quelques questions. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Ah. Merci Mathieu. Donc si je comprends bien, en entrée de ta triangulation, ce sont des positions de points. Est-ce qu'il y aurait un gain? Parce que là, donc, tu fusionnes des données LIDAR qui viennent un peu de partout, mais ces données, j'imagine qu'elles peuvent contenir une classification, par exemple, qui avait été imprimée. Est-ce qu'il y aurait un gain, toi, à exploiter des métadonnées telles que la classification, si elles sont disponibles avant même de faire la triangulation, pour justement ne pas avoir à faire des essais où tu sais déjà que, par exemple, des points ne seraient pas de la même classe, par exemple, donc il n'y a même pas besoin d'essayer de les rejoindre entre eux. Alors, je peux parler. Ça marche? Ouais. Donc, il y a au moins 2 endroits où on peut prendre en compte cette information métier quoi, sur les nuages de points. Déjà, on n'est pas obligé d'utiliser tel quel les points LIDAR. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre les points LIDAR, on peut déjà les débruiter si on veut, on peut les garder tels quels, mais on peut aussi en enlever. On peut typiquement, il y a
il y a des recherches qui sont faites plutôt que de prendre juste le point d'impact, de se dire je vais prendre le point d'impact 10 cm avant, 10 cm après, parce que 10 cm après, on est sûr qu'on est plein, donc on va pouvoir mettre de l'énergie là pour dire là, on va forcer à ce que ça soit plein. Avant, on est sûr qu'on est vide, et voilà. Et ça permet aussi de gérer une imprécision sur la mesure de distance. Voilà, donc il y a cet aspect-là de pré-traiter le nuage de points pour pas mettre le nuage de points brut dans la triangulation de Delaunay. Et après, une fois qu'on a fait donc la décomposition de l'espace avec la triangulation de Delaunay, dans le calcul des poids, on peut re-regarder les attributs, donc de classification, de précision, etc., pour moduler en fait les observations, l'information que donnent les observations comme preuve d'existence de la surface à certains endroits. Typiquement, les points lidar qui ont une grosse déviation, donc c'est un attribut du lidar qui dit, grosso modo, quand le point est proche de la silhouette, la mesure de distance n'est pas très précise. Ces points-là, soit on les vire dès le début, soit on les met dans la formulation, mais avec un poids assez faible par rapport aux autres mesures, pour qu'ils influent uniquement s'il n'y a pas d'autres données en dernier recours. D'autres questions? Alors, la première, c'est en définitive, vous utilisez encore Spark ou plus du tout? Alors, en pratique, là, ça fait un an ou deux que je l'ai eu, qu'on n'utilise plus. Mais les résultats qu'on a montrés, c'était à l'époque des papiers. Donc, le scheduler global, c'était Spark qui faisait l'aspect communication et déchargement de données. Là, on est dans le portage d'un scheduler Seagal, donc de la distribution sur Seagal, on n'utilise plus Spark, mais le code, on pourra toujours en faire un. Donc, sans utiliser scheduler, donc la partie du code qui fait le calcul géométrique, on pourra toujours faire le même exécutable qui sera ordonnancé donc, par Spark. Et j'en ai pas parlé, mais de la même façon que Julien a parlé de SparkFit, cela donc était une data source pour son format propriétaire legacy astronomique. On avait aussi développé alors ça s'appelait Spark eCumulus, je crois que c'était le nom du projet européen, qui est juste une data source pour lire alors je crois que c'est du LAS, du PLI et du XYZ dans Spark. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de convertir les fichiers, on a juste les fichiers, on dit à Spark lis ces fichiers-là et ça va nous donner l'équivalent d'un std vecteur de points avec tous les attributs Spark. Et une autre question, c'est est-ce que vous utilisez le rayon entre la source lidar et le point pour dégager d'éventuels polygones qui occuperaient un espace qu'on sait être visible, car sur le trajet du rayon? Ah oui, alors ça c'est dans les. Alors je suis allé vite parce que c'était une étape facile, mais c'était dans l'étape pas facile par rapport. C'est dans l'étape 2, GraphQL formulation, c'est-à-dire que en fait, ce qui se passe là, on a une jointure entre l'ensemble des tétraèdres et l'ensemble des rayons. Et chacun des rayons va dire au tétraèdre qu'il intersecte. Alors, quand c'est sur le milieu du rayon, il va dire que moi, je pense que tu es vide. Et au bout du rayon, là où il y a eu l'impact, il va dire que je pense que celui qui est derrière est plein. Donc, du coup, c'est pris le carving, donc ce fait de creuser le monde avec les rayons, c'est pris à cette étape-là, qui fait que tous les. Alors, je ne sais pas si c'était 18 visualisables. Alors là effectivement, là, on ne l'a pas visualisé, mais ça revient à dire que le rouge, il n'est pas uniquement juste à côté du point, mais il pourrait s'étendre éventuellement jusqu'au capteur. Ok. Une autre question? Vas-y. Suite à ta réponse, et du coup, est-ce que cette info de provenance d'origine de chaque point est dispo sur les produits lidar? C'est pas une question pour moi, ça. Qui la prend? Vas-y, Yannick. Elle n'est pas disponible directement, mais on peut la retrouver à partir des trajectographies et à des différentes métadonnées qui seront livrées à terme, pas tout de suite en ce moment, mais à terme avec le lidar. Donc, en tout cas, dans les points, il y a la date.
pas que la date, mais je ne sais plus à quelle résolution de microsecondes. Et si on a la trajectoire, du coup, on peut faire la jointure sur le temporel pour savoir où était la vie. Voilà, j'ai compris notre question. Bon, on va conclure sur ça et puis on va commencer. Bon jeu. Pour les gens qui sont à distance, on ne va pas couper le flux, on va juste mettre en off le micro et la caméra, mais c'est toujours le même lien pour suivre cet après-midi. Et peut-être qu'on prendra 5 minutes de plus sur la pause midi. Donc si on ne prend pas à 13h30, mais à 13h35, ne vous inquiétez pas, et on l'invitera dans le chat dans tous les cas.